Merci Sally pour cette belle introduction. Merci au laboratoire Boehringer Ingelheim de m'avoir sollicité pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité depuis quelque temps, à savoir les fibroses pulmonaires progressives. On va aujourd'hui parler des fibroses pulmonaires progressives associées aux connectivites, la place des antifibrosants. Alors, je vais essayer d'aborder les points suivants durant ma présentation, à savoir le diagnostic de ces fibroses pulmonaires associées aux connectivites, de leur progression, et enfin leur prise en charge avec un focus sur les antifibrosants. Alors, les connectivites se compliquent volontiers de manifestations respiratoires et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, elles peuvent toucher toutes les composantes de l'appareil respiratoire. Néanmoins, l'atteinte interstitielle fibrosante, elle peut se voir avec pratiquement toutes les connectivites. Alors, si nous regardons la classification des PID de 2022, les PID dans le cadre de l'auto-immunité, c'est ce qui est coloré en jaune, ont un spectre très large. Les connectivites, c'est ce qui est encadré en rouge. Alors, les PID peuvent se voir chez pas mal de patients. Ils peuvent toucher jusqu'à la moitié des patients suivis pour connectivite. Mais les trois grandes pourvoyeuses de PID, les trois connectivites les plus souvent associées au PID, c'est la sclérose systémique, la PR et les myopathies inflammatoires. Alors, il faut savoir également que la survenue d'une PID dans le cadre d'une connectivite, ça marque l'évolution de la maladie puisqu'elle est associée à un surrisque de mortalité. Et si nous prenons par exemple la sclérodermie, lorsque l'atteinte fibrosante touche plus de 20% du parenchyme pulmonaire, vous voyez qu'elle va impacter de façon significative la survie. De même, toujours dans le cadre de la sclérodermie, le déclin progressif de la fonction respiratoire, la CVF et la DLCO, est associé à un surrisque de mortalité. Toujours également dans la sclérodermie, les patients vont décéder à cause de la fibrose pulmonaire dans, en moyenne, 33% des cas. Alors, ce taux de mortalité à 5 ans, il varie de 14 à 34%, avec le taux le plus élevé qui est observé au cours des PR-PID. Alors, leur apparition, elle est relativement précoce au cours de l'évolution d'une connectivite, avec une prévalence qui est variable. Elle varie en fait en fonction de plusieurs critères. Dans les critères diagnostiques, les classifications qui sont réellement, qui changent pratiquement de façon continuelle, le type d'étude et le type de cohorte également étudiée. Alors voici un peu la prévalence des PID dans les différentes connectivites et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça varie. Donc ça varie d'une connectivite à l'autre, d'une étude à l'autre, mais en gros, vous voyez les trois grandes pourvoyeuses, c'est la sclérodermie, la PR, les myopathies, les connectivites mixtes également. Alors par ailleurs, certains facteurs de risque exposent au surrisque de survenue d'une PID au cours d'une connectivite. C'est par exemple l'âge tardif au moment du diagnostic, le genre masculin, le tabagisme, certaines ethnicités dans l'ethnicité afro-américaine et la présence de certains auto-anticorps au cours de certaines connectivites, comme par exemple les anti-SCL70 au cours de la sclérodermie. Alors en Tunisie, d'après ces deux séries à l'Ariana Pavillon D et à l'hôpital Charles-Nicolle du professeur Hichem Aouine, vous voyez que les connectivites représentent la troisième cause des PID après les formes idiopathiques et la sarcoïdose. Et que les deux connectivites les plus fréquemment en cause, c'est la sclérodermie et la PR. Alors, la difficulté en fait diagnostique, ça va dépendre de la temporalité de la PID par rapport à la connectivite. Alors chez nous, les pneumologues, très souvent, on est face à un patient qui va présenter une PID dont l'étiologie n'est pas évidente et notre défi, c'est d'éliminer une éventuelle connectivite, surtout lorsqu'on n'a pas d'étiologie évidente. Alors ceci peut ne pas être facile, d'autant plus que la PID peut précéder de plusieurs années la connectivite, elle peut même être la seule manifestation. Chez nos amis internistes ou rhumatologues, très souvent, c'est un patient qui est suivi pour une connectivite et leur défi majeur, c'est d'aller diagnostiquer à temps une PID, d'autant plus qu'elle marque donc qu'elle constitue un élément pronostique important et qu'il va falloir adapter au mieux le traitement. Leur tâche également n'est pas facile puisque la PID, elle peut être complètement asymptomatique, notamment à un stade de début, et que les EFR même peuvent être normales.
Néanmoins, il y a quand même des éléments qui peuvent nous faciliter donc la démarche, à savoir, dans le premier cas de figure, il y a un bilan minimal à demander pour éliminer une connectivite. Dans le deuxième cas de figure, très souvent et de plus en plus, on parle de dépistage de la PID, surtout dans la sclérodermie, et actuellement on propose même un scanner systématique au moment du diagnostic, donc pour rechercher une éventuelle PID, et puis la rythmicité dépendra des anomalies cliniques et des EFR. Alors, pour nous, les pneumologues, donc vous voyez qu'on va être largement orienté d'abord par la clinique. Je vous ai mis ici ce tableau pour vous montrer la richesse du tableau clinique en fonction de la connectivité suspectée. Alors, il ne faut pas hésiter à demander l'avis du rhumatologue et de l'interniste, surtout quand on n'a pas l'expertise de rechercher ou d'identifier ces facteurs. Le scanner également est d'un grand apport diagnostique. Très souvent, c'est un pattern de PINS qu'on va observer au cours des connectivites, sauf pour l'APR où la majorité, ou plus disons de la moitié des patients, vont avoir plutôt un pattern d'UEP. Par ailleurs, on peut observer des chevauchements entre plusieurs patterns. Alors, la biologie. Alors, les autoanticorps, alors je vous ai dit qu'il y avait un bilan minimal à demander face à une PID pour éliminer une connectivite, surtout lorsqu'on n'a pas d'étiologie évidente. Ça va être les anticorps antinucléaires, le facteur rhumatoïde, les anti-CCP, les ANCA. Alors, les anglo-saxons élargissent un peu par le panel myositis, les CPK d'emblée. Alors, pour nous, on est entre les deux, mais en cas de positivité, on va affiner davantage, ou bien d'emblée, lorsqu'on a une suspicion clinique. Et voyez, ce qui est encadré en rouge, c'est tous les autoanticorps qu'on pourra demander en fonction de la connectivité suspectée. Alors, dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire lorsque le patient il a déjà une connectivité identifiée, il faut faire attention parce que la présence de certains autoanticorps sont corrélés à la survenue d'une PID. Par exemple, la sclérodermie, tout à l'heure je vous ai dit, c'est les autoanticorps anti-SCL70 ou anti-topoisomérase 1. Donc là, il faut faire attention chez ces patients et les surveiller peut-être de manière un peu plus rapprochée pour détecter à temps une éventuelle PID. C'est les anti-CCP pour l'APR. C'est pour les myopathies inflammatoires idiopathiques, c'est plutôt les autoanticorps anti-MDA5 qui sont corrélés à la survenue d'une PID, mais surtout à sa progression rapide. Donc prudence en cas de positivité par rapport à ces autoanticorps et de les surveiller de manière adaptée. Alors le scanner, notre allié donc de haut niveau au cours du diagnostic des PID, vous pouvez tout voir. En fait, je vous ai mis ici pratiquement tous les aspects qu'on peut observer au cours des connectivites. Alors le premier, c'est un pattern donc de PINS. C'est le cas le plus fréquemment observé. Sinon, ici, en deuxième lieu, c'est l'UIP, très fréquemment observé au cours de la PR. Sinon, ça va être la pneumonie organisée. Une forme plus étendue, c'est la pneumopathie interstitielle idiopathique. Et ici, vous pouvez voir les images kystiques évocatrices d'une pneumopathie, donc d'une LIP, qui peut s'observer surtout avec le Sjögren. Alors là, un peu plus, donc les deux patterns les plus fréquemment rencontrés, c'est un cas de sclérodermie avec un aspect de PINS, un verre d'épouli prédominant, les réticulations, très peu de bronchectasie par traction, avec un gradient apico-basal et l'épargne relative de la zone sous-pleurale. Deuxième pattern fréquemment observé, surtout au cours de la PR. Donc, vous reconnaissez certainement ici le pattern du UP avec lequel on est actuellement très familiarisé, avec surtout le rayon de miel, évident ici, la prédominance au niveau de des zones donc, sous-pleurales, donc le gradient corticomédulaire évident, et la prédominance au lobe inférieur. C'est les deux patterns les plus fréquemment observés. Alors, par ailleurs, le scanner, il a le mérite également de nous alerter lorsqu'il met en évidence certains signes. Par exemple, le straight edge sign, qui est en fait une fibrose pulmonaire localisée au niveau des lobes inférieurs. Et vous voyez sur les recoupes en reconstruction 3D, c'est ce qui est en orange, c'est les lésions de fibrose pulmonaire. Vous voyez qu'elles ne s'étendent pas sur les marges latérales du poumon. Quand on a cet aspect, il faut faire attention et rechercher une éventuelle connectivité sous-jacente. De même, le rayon de miel exubérant qui touche en fait plus de 70% du parenchyme pulmonaire. Et là, plusieurs études ont montré qu'il y avait une association avec les connectivites, notamment l'APR. Au contraire des lésions de fibrose qui sont plutôt beaucoup plus discrètes et surtout lorsqu'elles sont
localisées aux régions antérieures des lobes supérieurs, également, ça pourrait se voir au cours des connectivites, notamment au cours de la paire. Donc, lorsque on tombe sur ces signes-là, donc il faut s'acharner à éliminer une éventuelle connectivite sous-jacente. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est toujours utile de réaliser un lavage broncho-alvéolaire ou une biopsie pulmonaire? La réponse est non. Alors, mais le lavage, il a quand même le mérite d'éliminer les diagnostics différentiels, notamment les causes infectieuses, les hémorragies alvéolaires, éventuellement une prolifération maligne, surtout en cas de Sjögren. La biopsie pulmonaire, notamment chirurgicale, elle n'a pas d'intérêt diagnostique ou de retombée thérapeutique dans ces PID associés aux connectivites. Elle doit être réservée aux incertitudes diagnostiques à l'issue d'une discussion multidisciplinaire. Et d'ailleurs, tout comme l'aspect radiologique, on va avoir très souvent un pattern de PINS ou d'UIP au cours de la PR, ou bien même un overlap avec un chevauchement entre plusieurs patterns histologiques comme la pneumonie organisée et l'UIP. Alors, toutes ces données cliniques, radiologiques, biologiques doivent être discutées en réunion de concertation multidisciplinaire. Alors, et d'ailleurs, cette étude a montré que le niveau de certitude avec lequel on portera le diagnostic d'une PID associée aux connectivites, regardez ce coefficient, il est le plus élevé parmi les autres. Ça veut dire que le niveau de certitude dans ce cas-là, il est plus élevé par rapport à celui avec lequel on portera le diagnostic d'une FPI, d'une PHS ou même d'une pneumopathie interstitielle non spécifique. Donc, d'où l'intérêt de discuter ces dossiers avec d'autres experts, notamment les radiologues, les anatomopathologistes, les internistes, les rhumatologues et les chirurgiens thoraciques. Alors, cette DMD a le mérite, en fait, d'évoquer toutes les possibilités diagnostiques, de ne retenir qu'un seul avec un niveau de certitude élevé. Dans certaines situations, on peut proposer d'élargir les explorations, notamment complétées par un LBA ou une biopsie pulmonaire chirurgicale, évaluer la sévérité et le pronostic de la maladie pour proposer le traitement le plus adapté et bien sûr évaluer le potentiel évolutif ou progressif de cette PID dans le cadre d'une connectivite. Et d'ailleurs, parlons de progression. Alors, la progression, elle a une définition plus ou moins consensuelle depuis quelques mois, et on parlera d'une fibrose pulmonaire progressive si cette fibrose, elle répond à au moins 2 critères parmi les 3 suivants sur l'année précédente, à savoir l'aggravation des symptômes cliniques, le déclin de la fonction respiratoire, et vous voyez ici les cutoffs proposés de 5% pour la CVF et de 10% pour la DLCO, et c'est un déclin absolu. Et puis l'aggravation radiologique, soit l'aggravation des lésions préexistantes, notamment le rayon de miel et bronchectasie par traction, ou l'apparition de nouvelles lésions. Donc si on a 2 parmi ces 3 critères, on peut parler de fibrose pulmonaire progressive. Rappelons également que la survenue d'une exacerbation d'une PID, et c'est possible, ce n'est pas uniquement le propre de la FPI, même les PID associées à une autre étiologie, en l'occurrence ici les connectivites, elles peuvent également se compliquer de poussée aiguë. Et cette exacerbation ne signifie pas obligatoirement une progression de la maladie et qu'il va falloir évaluer le patient une fois que nous avons jugulé l'épisode aigu. Alors, autre chose également à retenir de cette classification, c'est que parmi les critères qui sont dotés de la plus faible spécificité, c'est les signes cliniques, je suppose, parce qu'il y a une grande part de subjectivité là-dedans, malgré les scores disponibles utilisés, et puis la baisse de la DLCO. Également, je pense que parce qu'elle peut être expliquée par d'autres lésions, notamment, par exemple, l'association des lésions d'emphysème au cours de ces PID. Alors, dans quelle proportion on va observer ces formes progressives au cours des PID associés aux connectivites? En moyenne, on a 14 à 33% des patients qui ont une PID dans le cadre d'une connectivite vont évoluer vers la progression, et que cette progression, elle va survenir en moyenne dans les 3 premières années de l'évolution. D'où l'importance d'une surveillance régulière au cours de cette période afin d'adapter au mieux le traitement. Toujours les 2 connectivites les plus associées à des formes progressives de PID, c'est, comme vous le voyez ici, c'est l'APR, et vous voyez à peu près 40% des PRPID qui vont avoir un caractère fibrosant progressif et 30% des PID associés à la sclérodermie qui vont avoir
un caractère fibrosant progressif. Alors, sachez également que ce n'est pas tout le monde, c'est 14 à 33%, et c'est en fait les personnes qui ont des facteurs de risque de progression qui vont présenter, donc en gros, ils vont présenter ces formes progressives. Il y a des caractères d'ordre général. Parmi ces caractères d'ordre général, j'insisterai essentiellement sur le pattern d'UIP avec surtout des bronchectasies par traction et le rayon de miel très étendu et l'absence de réponse au traitement initial. Alors d'autres, les critères sont spécifiques en fait de chaque connectivité. Par exemple, si on prend le cas des myopathies inflammatoires idiopathiques, quand on est face par exemple à une PID dans le cadre d'une dermatomyosite amyotrophique, là il y a beaucoup plus de risques que cette PID va évoluer vers la progression et également l'existence, comme on l'a dit tout à l'heure, des auto-anticorps type anti-MDA5. Alors là, c'est un cas de fibrose pulmonaire progressive dans le cadre d'une connectivite. C'est une dame de 48 ans qui est suivie pour une dermatomyosite. Et là, vous voyez ici, donc sur le scanner, un pattern de pins fibrosantes avec le rayon de miel et quelques bronchectasies par traction, des réticulations. Ça a été même donc confirmé histologiquement. Ce que vous voyez en flèche, en fait, c'est les follicules lymphoïdes à centre germinatif réactif qui sont suggestifs de connectivite lorsqu'elles s'associent au pattern donc histopathologique de PID, par exemple de PINS ici. Et regardez l'évolution quelques années plus tard. Donc le verre dépoli qui régresse, laissant place surtout à l'aggravation des lésions fibrosantes, les bronchectasies par traction, pour signer donc un phénotype progressif de cette PID. Alors, comment va-t-on les prendre en charge? D'abord, il y a des principes généraux à respecter et qui dépendent en fait, il y a les particularités de chaque connectivite. On ne va pas traiter tout le monde de la même façon parce qu'il y a des connectivites qui vont évoluer progressivement dans le temps avec leur PID, d'autres qui sont au contraire caractérisées par leur évolution très rapide dans le temps. Il faut également tenir compte des manifestations extra-respiratoires et des comorbidités associées. Il faut tenir compte de la sévérité et de l'étendue de la PID elle-même et que très souvent, cette sévérité, c'est par rapport à l'étendue des lésions fibrosantes au scanner et par rapport aux altérations de la fonction respiratoire. Alors, toujours dans le cadre de la sclérodermie, par exemple, généralement, l'étendue, donc la sévérité de la PID, elle est évaluée par l'étendue des lésions au scanner. Et on parlera de... Pardon. Ah, je suis en train d'avancer au lieu de reculer. Voilà. Alors, vous voyez, lorsque l'étendue des lésions dépasse 30%, on va parler de maladie plutôt de PID diffuse. Au contraire, lorsque c'est inférieur à 10%, elle est limitée. Entre les deux, c'est intermédiaire. Il faut intégrer un autre paramètre, à savoir la capacité vitale forcée, pour trancher si c'est étendu ou bien limité. Et vous voyez l'impact sur le pronostic, la maladie, lorsque la PID elle est étendue, on a un mauvais pronostic. Alors, le premier choix thérapeutique. Alors, jusqu'en 2017, en tout cas, on a à peu près des protocoles qui sont largement extrapolés de ce qui se fait en fait pour la sclérodermie. Autre chose à signaler, c'est qu'il y a très peu d'essais contrôlés randomisés dans ces formes. Très souvent, c'est des séries de cas en fait et c'est rétrospectif. En tout cas, ce qu'on peut retenir, que le premier choix thérapeutique, généralement, quand on a une PID souvent étendue, quand même associée à cette connectivite, ça va être un immunosuppresseur tel que vous le voyez ici, cyclophosphamide ou MMF. Alors, puis, l'association des corticoïdes dépendra, dans certaines connectivites, on peut associer bien sûr les corticoïdes, et puis évaluer l'évolution. Et si même le patient continue à s'aggraver ou ne répond pas à ce premier choix thérapeutique, il y a d'autres molécules qu'on peut donc proposées, telles que le rituximab, mais il y a également d'autres molécules, les anti-interleukines, les biothérapies, les anti-TNF. Alors là, je me suis contentée de mettre donc les premiers choix thérapeutiques les plus utilisés, parce que les plus étudiés, on a plus de recul avec ces molécules, beaucoup plus qu'avec les autres molécules récemment introduites. Alors, mais nous, en pneumologue, en fait, on se pose très souvent la question si vraiment ces immunosuppresseurs vont ralentir l'évolution de la
PID. Alors, ça a été donc cette méta-analyse pour le cyclophosphamide de 2018 a repris les 4 essais, les 4 principaux essais contrôlés randomisés conduits avec cyclophosphamide, soit versus placebo, soit versus MMF. Et vous voyez qu'on a constaté que finalement, il y a un effet sur la capacité, sur le déclin de la capacité vitale forcée. Il n'y a pas d'effet sur la DLCO, un effet très variable sur la clinique. Et que surtout, ce ralentissement du déclin de la CVF, il va s'arrêter un an ou il va disparaître un an après l'arrêt du traitement. Pour le MMF, il a un effet pratiquement équivalent au cyclophosphamide avec une meilleure tolérance. Alors, rituximab, j'ai trouvé uniquement une seule méta-analyse qui vient d'être publiée avec un seul essai contrôlé randomisé, 14 études sous forme de série de cas rétrospectifs. Et ce qui ressort en fait, c'est qu'on a une tendance à la stabilisation ou l'amélioration de la capacité vitale forcée ou la CVF. Donc, ce qu'on peut retenir finalement, que l'effet, il est quand même modeste. Même s'il y a un effet positif sur les paramètres respiratoires, ça reste donc un effet qui est modeste et qui peut disparaître après l'arrêt du traitement, notamment avec cyclophosphamide. Donc là, on a une autre possibilité, c'est que ces patients qui vont continuer à évoluer malgré ces premiers choix thérapeutiques, d'introduire un antifibrosant, particulièrement le nintedanib, puisqu'il a la même dans cette indication. Alors, quel est le rationnel de prescription des antifibrosants au cours de ces PID associés aux connectivites? Alors, même si elles sont différentes de la FPI, elles partagent quand même avec elles un certain trait physiopathologique, c'est que après le mécanisme déclencheur initial, qui est ici un facteur auto-humain, une véritable cascade inflammatoire, elle va se déclencher pour aboutir à ce processus fibrosant, caractérisé par la différenciation des fibroblastes en myofibroblastes avec dépôt de matrice extracellulaire. Alors, que font les antifibrosants, particulièrement le nintedanib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase de plusieurs facteurs de croissance? Il va se fixer sur la partie intracellulaire de ce récepteur pour inhiber cette cascade et inhiber les voies de signalisation intracellulaire qui vont favoriser donc cette voie et donc ralentir la progression ou ralentir le processus fibrosant. Alors, cet effet a été étudié dans des essais contrôlés randomisés. J'attire votre attention qu'il n'y a pas d'essai dédié spécifiquement au PID associé aux connectivites, en dehors de l'essai SYN6, donc qui a été conduit avec les PID ou les fibroses pulmonaires progressives dans le cadre de la sclérodermie. Les 2 autres essais avec nintedanib, c'est l'essai INBUILD avec les fibroses pulmonaires progressives d'une manière générale dans les PID associés aux connectivites, qui constituent en fait 25% de la population. Et le 3e essai, c'est avec la perfenidone, c'est l'essai RELIEF, en fait, qui a étudié également l'effet de cet antifibrosant dans les fibroses pulmonaires progressives d'une manière générale, dont celles associées aux connectivites. Et vous voyez, donc la méthodologie en gros, elle se ressemble, c'est-à-dire que les patients inclus, c'est des fibroses étendues à plus de 10% du parenchyme pulmonaire avec une atteinte modérée de la fonction respiratoire. Et l'objectif primaire dans ces essais, c'était le déclin, l'effet sur le déclin de la CVF. Alors, la progression, elle était différente dans ces essais, un peu plus large avec nintedanib, tant sur la durée, 24 mois versus 6 mois, tant sur les critères. Alors, les résultats d'une manière générale, par exemple, avec l'essai nintedanib, vous voyez ici que le tableau résume la différence sur le déclin de la CVF qui était de 107 ml par an faveur nintedanib. Donc, la conclusion, c'était un résultat positif sur le ralentissement du déclin fonctionnel, indépendamment du pattern de pic ou non, avec un effet également sur les symptômes, les exacerbations et la qualité de vie, mais qui n'atteignait pas la significativité. Par contre, avec la perfenidone, il y a eu une clôture prématurée de cet essai par un défaut de recrutement, et donc on a interprété de façon prudente les résultats en disant qu'il y avait un ralentissement, des résultats en faveur du ralentissement du déclin, sans plus, parce qu'il y avait quand même un échantillon qui n'est pas très conséquent. Alors, si on regarde un peu plus en détail l'essai INBUILD, vous voyez que dès les premières semaines du traitement,
les deux courbes commençaient à se séparer pour dire que le nintedanib ralentit le déclin de la CVF, donc pour atteindre donc à la fin 52 semaines, donc cette donc différence de 107 millilitres. Et ceci indépendamment, comme on a dit, du pattern pic ou non. Alors également, si on analysait l'effet du nintedanib en fonction du niveau initial, de la valeur initiale de la CVF, vous voyez qu'on a toujours un résultat qui est positif, c'est-à-dire qu'on va ralentir le déclin de la CVF, mais si vous regardez ici la dernière, donc lorsque le nintedanib il est prescrit pour des patients qui avaient une CVF de plus de 70% de la valeur théorique à l'état initial, la différence était plus importante, plus de 130 millilitres par an. C'est pour dire que très probablement le traitement serait plus bénéfique pour les patients lorsqu'on l'introduisait précocement avant l'atteinte importante de la fonction respiratoire. En fonction de l'étiologie, c'est ce qui nous intéresse également en partie, puisque c'est des analyses en fait en sous-groupe, ce n'était pas des objectifs de l'étude. Alors vous voyez que en fonction des groupes de patients, en fonction de leurs étiologies, on a un effet globalement homogène, c'est-à-dire, quelle que soit l'étiologie de la fibrose pulmonaire progressive, on ralentissait le déclin de la capacité vitale forcée. Ça, c'était l'essai INBUILD. Alors, le deuxième essai avec le nintedanib, c'est l'essai SYNCIS. En fait, c'est des fibroses pulmonaires progressives chez des patients suivis pour connectivité. Alors, vous voyez le design de l'étude avec les deux bras, nintedanib 152 fois par jour, le placebo, donc 52 semaines, avec possibilité de continuer jusqu'à 104 semaines. C'est pour en fait attendre jusqu'à ce que le dernier malade inclus ait complété les 52 semaines de l'étude. Alors en gros, je vous résume les critères d'inclusion. C'est des adultes suivis pour sclérodermie retenus selon les critères de l'EULAR 2013, avec une fibrose pulmonaire qui atteint plus de 10% du parenchyme pulmonaire et une atteinte modérée de la fonction respiratoire. Alors, l'objectif primaire, c'était le déclin de la CVF. Il y avait quand même d'autres objectifs secondaires. Alors, l'essai était positif sur cet objectif primaire, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement du déclin de la CVF entre les deux bras avec un P qui est significatif. Alors, ça représente en termes de chiffres 41 millilitres par an. On peut dire que c'est très peu comme chiffre. Mais si on compare donc ce résultat, donc la réduction relative, l'essai SYNCIS et l'essai IMPULSIS, donc rappelons que cet essai, c'est nintedanib dans la FPI, et regardez les deux, donc 44%, les deux pourcentages, c'est la réduction relative, 49%, 44%, on peut se dire que c'est presque équivalent. C'est pour dire que même si les chiffres nous paraissent pas très importants, donc ça retentit quand même sur le déclin de la CVF, et donc la CVF qui est un facteur, un élément pronostic. Alors également, il y a eu par la suite des analyses en sous-groupe et vous voyez que le résultat, il est globalement homogène, c'est-à-dire que ce traitement, il n'y a pas de différence en fonction du statut, par exemple par rapport aux auto-anticorps, par rapport à l'ethnicité, si le patient prenait un immunosuppresseur de l'EMF ou non, nintedanib, il est quand même, il ralentissait le déclin de la CVF. Alors, par contre, on n'a pas enregistré d'effet significatif sur l'atteinte cutanée, sur la qualité de vie, sur le score de dyspnée et sur la DLCO au cours de cet essai. Alors maintenant, si on mettait le résultat de toutes les études conduites avec nintedanib, c'est-à-dire les deux essais au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique, qui sont les en haut, l'essai SYNCIS avec la sclérodermie, l'essai INBUILD avec toutes les fibroses pulmonaires progressives dans les pays associés aux connectivites, vous voyez que la balance, elle penche vers le bras traitement actif avec une réduction de plus de la moitié du déclin de la CVF. Donc toutes les formes de fibrose pulmonaire progressive, indépendamment de leurs étiologies, peuvent bénéficier donc d'un ralentissement du déclin de la CVF. Il y a un impact pronostic. Donc, je vous rappelle que la dose recommandée de ce traitement, c'est 150 mg 2 fois par jour, avec une possibilité de réduire temporairement à 100 mg fois 2 par jour, voire même arrêter temporairement ce traitement en cas de mauvaise tolérance, notamment à cause d'une diarrhée mal tolérée ou bien d'une élévation des enzymes hépatiques.
Alors, prudence chez les patients qui sont à haut risque de saignement, tels que les patients qui ont un ulcère gastro-duodénal ou qui reçoivent des doses élevées d'antiagrégants plaquettaires. Ceci nécessite une discussion et l'avis du médecin traitant au préalable. Alors, toutes ces études ont conduit à des recommandations evidence-based avec des niveaux de preuve qui sont variables en fonction des essais. Alors, et pour ATS, ERS, les Japonais, donc JRS à l'AT, les Sud-Américains, vous voyez qu'ils proposent nintedanib dans les fibroses pulmonaires progressives lorsque le premier traitement, le premier choix thérapeutique n'a pas entraîné une amélioration. Et au cours des PID associés aux connectivites, quand on dit le premier choix thérapeutique ou le traitement standard, très souvent, c'est des immunosuppresseurs, plus ou moins des corticoïdes. Par contre, pour la perfenidone, en sachant qu'il existe un essai avec les fibroses progressives, un autre avec les progressives inclassables, mais que les échantillons étaient très réduits, donc ils étaient prudents, ils ont tout simplement recommandé de continuer les recherches pour voir si finalement on peut le proposer ou non. Alors, les Français, c'est pratiquement la même chose, sauf pour la perfenidone. Ils la proposent quand même hors AMM lorsque le nintedanib n'améliore pas, n'est pas adapté plutôt à la situation du fait d'une mauvaise tolérance, d'une interaction médicamenteuse ou bien des comorbidités qui contre-indiquent sa prescription. Bien sûr, il ne faut pas oublier les traitements non pharmacologiques au cas par cas, adapté au cas par cas, parce que ça pourrait améliorer les patients. Alors également, sachez qu'il existe pas mal d'essais contrôlés, randomisés qui sont en cours dans le cadre de ces PID associés aux connectivites, notamment l'APR et la sclérodermie, soit pour voir encore l'effet de ces antifibrosants perfenidone et nintedanib seuls, ou bien en association avec les immunosuppresseurs. Alors avant de conclure, j'ai repris donc cet algorithme de prise en charge proposé par la Société australienne de maladies respiratoires qui comporte en fait 2 étapes. Ce qui est en bleu, c'est l'étape diagnostique. Alors l'étape diagnostique, l'évaluation initiale, c'est la clinique, c'est la sérologie, la morphologie, le scanner, les explorations fonctionnelles respiratoires, l'échographie cardiaque. Cette première évaluation va exclure pas mal de diagnostics. Alors, bien sûr, il faut avoir un avis de l'expert, l'interniste ou le rhumatologue, soit d'emblée, soit dans le cadre d'une DMD, qui va soit exclure le diagnostic des PID associés aux connectivites, soit recommander d'autres explorations dans le LBA et la biopsie pulmonaire, ou bien d'emblée, tous les critères sont réunis et on va retenir ce diagnostic de PID associé aux connectivites, évaluer la sévérité et proposer un premier traitement, comme on a dit, souvent immunosuppresseur plus ou moins corticoïde, continuer le suivi et la surveillance. Lorsque la maladie continue à progresser, à ce moment-là, pensez à introduire les antifibrosants. Alors, en conclusion, on peut dire que les PID associées aux connectivites, elles sont relativement fréquentes, notamment au cours de certaines connectivites, telles que la sclérodermie, la PR. Ça constitue un élément pronostic important, d'où l'importance d'adapter la prise en charge, qui n'est toujours pas consensuelle en fait, d'où l'intérêt de les discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire pour d'abord porter le diagnostic et mettre le traitement le plus adapté. Très souvent, comme premier choix, ça va être les immunosuppresseurs, plus ou moins corticoïdes. Et si la surveillance montre la progression, c'est qu'on est face à une fibrose pulmonaire progressive et on va escalader donc le traitement. Et vous voyez que ce schéma d'en bas, il résume en fait la progression également, non pas de la maladie, mais dans la démarche thérapeutique. Et vous voyez qu'on arrive à la fin des antifibrosants qui sont proposés d'emblée au cours de l'AFPI. Ici, ils sont proposés après quand même un premier, voire même un deuxième choix thérapeutique, soit seul ou en association avec les immunosuppresseurs. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et j'aimerais juste finir sur une note positive, c'est que la STMRA, durant l'année 2022, a élaboré un guide sur le diagnostic et la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique
chez les sujets adultes. Ce guide donc est en processus de labellisation avec l'INEAS. Donc c'est vraiment la phase terminale. Il va paraître très très bientôt et il va être diffusé pour harmoniser au mieux la prise en charge de ces patients. Je vous remercie.